Alexandre Crémeux, donc c'est le titre. Les enfants criaient famine. J'ai ouvert le réfrigérateur. Elle avait préparé une blanquette de veau. Le temps de la faire réchauffer et il n'avait plus faim. Rassasié de biscuits au chocolat, il s'amusait à rôter devant la télé. Je suis monté à l'étage. Elle avait laissé sur la table de notre chambre une chemise cartonnée gonflée de corvées, un pot, demande de crédit destiné à financer le creusement d'une piscine au fond du jardin, dossier pour l'admission de notre fille aînée dans un collège religieux. On n'a jamais cru en rien. L'enseignement est plus sérieux que dans ce lycée de racailles. Elle avait toujours le dernier mot. Mieux valait lui laisser piloter la famille et somnoler sur le siège passager. C'est elle qui m'avait choisi parmi les mâles de l'amphi, à l'époque où nous étions étudiants en première année de droit à Quimper. Elle avait poursuivi jusqu'au doctorat, mais, ma licence à peine obtenue, elle m'avait trouvé un travail au service juridique d'une entreprise de meubles destinée aux hôtels et aux paquebots. Il nous faut un salaire pour prendre un vrai appartement. Un accident de pilule. Elle avait décidé de ne pas se faire avorter. Nous avions besoin d'une chambre d'enfant. 2 autres gamins sont nés par la suite. Elle était partie le matin. Je te laisse la maison. Je vais dire quoi aux enfants? Je te les donne aussi. C'est toi qui les as voulus. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Elle est sortie avec son sac à main pour tout bagage. 1 heure plus tard, un voisin l'a vue monter dans un train à destination de Paris. Ensuite, j'ai perdu sa trace. Elle avait quitté son travail, effacé le blog où elle publiait de mauvaises poésies sur le sport. Elle n'a jamais donné la moindre nouvelle à ses parents ni à ses rares amis. Son téléphone est resté des semaines sur messagerie jusqu'au jour où son numéro a été attribué à un certain Alexandre Crémeux, furieux quand je le dérangeais en pleine nuit pour m'assurer qu'elle ne l'avait pas miraculeusement récupéré. Les enfants la réclamaient surtout le soir, lorsque je passais dans leur chambre pour les embrasser. Ma paye ne suffisait pas à payer les traites. 1 an plus tard, la maison était vendue. On nous avait attribué un logement social en périphérie de Brest. Plus question de collège privé. Les gosses ont été reversés dans les écoles du coin. Mon garçon est médecin aujourd'hui, ma Benjamine, clerc de notaire. Ma grande fille ne s'était jamais remise du départ de sa mère. Elle avait fait plusieurs tentatives de suicide. Le 14 janvier 2017, elle s'est jetée dans le port. Morte d'hydrocution. Après ses obsèques, nous avons déjeuné à la maison tous les 3. Je leur ai dit qu'à l'avenir, nous aurions plus de mérite encore d'aimer la vie. Ils ont opiné. Autour du chariot des desserts. Avant de faire l'amour, elle éteint la lumière. Nous n'avons plus besoin de voir nos corps. Nous les imaginons dans l'obscurité. Des corps qui sont nôtres. Pas ces silhouettes abîmées dont nous nous éloignons quand nous en apercevons par accident le reflet dans le miroir de la salle de bain. Le toucher est un regard plus indulgent. Beaucoup d'années lui échappent et grâce à lui, dans le noir, nous avons toujours 25, 30, 50 ans peut-être, mais pas un de ces nombres qui font peur et renvoient à l'image de vie usée jusqu'à la trame. Après, elle s'endort et je me relève. Je regarde par la fenêtre du couloir la fête foraine qui s'est installée sur la place pour les fêtes de Noël 1998 et n'a plus bougé depuis. Je m'amuse à nous déposer dans une auto-tamponneuse, sur un cheval de manège, dans la nacelle de la grande roue sous le ciel embouteillé de fusées qui se disputent les couloirs spatiaux avec les étoiles filantes et des soucoupes bondées de touristes issus d'une planète sans atmosphère où on étouffe à longueur d'année. Je vais dans la chambre me rhabiller sans bruit. Je crains les averses. Même quand le ciel est transparent comme une lentille de télescope, je mets mon imperméable et emporte un parapluie à manches de bois qui me sert de canne. Je marche jusqu'au bout de la jetée. J'ai toujours dans la poche un fil de pêche lesté de plomb, embobiné autour d'un morceau de liège. Quand la mer est calme, je le déroule, doucement. J'attends parfois plusieurs heures avant qu'un petit poisson de rien du tout daigne mordre à mon hameçon.
Je le détache. Je lui rends sa liberté en me disant qu'à la mi-temps du siècle dernier, j'ai dû consommer un de ses ancêtres. Enfant, je passais mes vacances à vider la Méditerranée de ses poulpes et de ses poissons. Je bois un whisky sur le front de mer. Autour de moi dînent les clients. Ils parlent, lèvent leurs fourchettes, gobent des huîtres qui gonflent un instant leur cou, tandis que les enfants surexcités courent déjà autour du chariot des desserts. C'est un spectacle réjouissant de voir ces gens en train d'exister avec cette ardeur, cet enthousiasme, cette voracité. Je ne suis pas jaloux. Une fois suffit. J'ai eu des chagrins, des déconvenus, mais je n'ai pas raté ma vie au point de vouloir la recommencer. Bonbons de supermarché. Ma mère ne méritait pas de nous avoir fait. Son physique était un désastre, son intelligence trop petite. Elle n'avait décroché aucun diplôme, avait travaillé toute sa jeunesse comme vendeuse au bon marché, faisait des fautes de français, d'orthographe, alors que mon frère vient de sortir d'une école de commerce de premier plan et que je caresse les projets de devenir un jour conseillère juridique. Elle nous faisait honte quand nous longions le Rhône pour aller déjeuner au restaurant. Elle était obligée de courir pour ne pas se laisser distancer avec ses jambes grasses dont elle compressait les extrémités dans des escarpins de pute. Elle chutait, obligeant mon père à rebrousser chemin pour la remettre sur ses ergots. Au lieu d'une salade au vinaigre balsamique, elle s'obstinait à commander du pâté comme une fille ouvrier. Elle parlait haut, d'une voix cassée, expectorant dans sa serviette les jours de rhume. Entre deux refroidissements, elle contractait des maux de ventre dont elle tenait informer la cantonade. Hier encore, elle s'est targuée auprès du plombier d'avoir lutté victorieusement contre une grippe intestinale qui menaçait de la laisser exsangue. J'étais épuisé comme si c'était du sang. Mon père la traînait aux fêtes de famille. Nous essayons de la faire passer pour une ancienne nounou auprès de nos parents les plus éloignés, sans grand succès car il se trouvait toujours un cousin malicieux pour cafeter. Quand nous étions petits, elle nous emmenait chez une vieille femme assez moche pour être sa mère qui nous offrait des chocolats, crayeux et des bonbons de supermarché. Au retour, elle nous suppliait de ne rien dire à papa de cette visite. Pourquoi? Il ne faut pas. On lui dira. Il attendait que nous soyons couchés pour la secouer comme une mauvaise bouteille. Le lendemain, on aurait dit qu'on avait froissé son visage et frotté ses yeux à l'encre violette. Mon père nous emmenait à l'école à sa place. Elle a quoi, maman? Elle a attrapé une migraine sur le balcon. Quand nous rentrions, elle nous embrassait de mauvaise grâce et nous chassait comme des mouches en dessinant avec sa main une sorte de moulinet. Les années ont eu beau passer, nous ne sommes jamais parvenus à nous habituer à elle. Mon frère lui donnait des coups de pied aux fesses. Je me battais souvent avec elle. Un combat de femme à la loyale. Si vous grattiez le marbre, vous trouveriez des traces de nos sangs mêlés. À force de précipiter l'autre contre cette cheminée, il fallait bien qu'un crâne finisse par se fracasser. Si j'avais été à sa place, je serais morte pareil. Bouchée de steak. Il me dit « je t'aime ». Je le supplie de se taire. Il pose un doigt sur sa bouche, un geste qui me dégoûte autant que ses mots d'amour. Son bras envoie sa main vers moi. Je l'évite, il caresse le vide. Il me parle du bateau que nous finirons par acheter pour égayer notre retraite d'un peu de cabotage sur la côte atlantique. Il me raconte notre vie dans 10 ans, 20 ans, et pourquoi pas finir côte à côte dans un cercueil à 2 places, dans ce joli cimetière au bord de lac où se font enterrer ces temps-ci tous les bohèmes aussi fortunés pour posséder une résidence secondaire dans le Luberon. Ne me dis plus jamais que tu m'aimes. C'est un viol de dire je t'aime à quelqu'un qui ne t'aime plus. Que dis-tu, mon amour? Je quitte la pièce en rage. Je l'entends rire du fin fond de cet appartement interminable où je me suis réfugié comme une gamine craignant des coups. Il rôde, ouvrant les portes des chambres en criant mon nom. Il avance, il va maculer dans ce cul-de-sac où on remise les valises et les cartons à chapeau d'une arrière-grand-mère qui hantait la terre à l'époque où on portait encore des chapeaux.
et il pousse un cri joyeux en me voyant surgir dans le couloir. Je réussis à me faufiler entre ses pattes, j'enlève mes escarpins sur le palier pour dévaler plus vite l'escalier. « Vous allez bien, madame Mango ?» Je me rechausse devant la loge sans un regard pour la gardienne. Il pleut. Il ne pleut pas. C'est le printemps, l'hiver. Pour un peu, la chaleur du mois d'août vous cuirait la tête comme un œuf au soleil. Je marche vite en jetant des coups d'œil dans les rétroviseurs des voitures garées le long du trottoir pour m'assurer qu'il ne m'a pas rattrapé. Je débarque chez une amie. Elle n'en peut plus de me voir baisser ma culotte en plein milieu de son salon pour pisser tous les je t'aime dont il m'a gavé depuis ma dernière visite. Au début, elle m'enviait d'avoir un mari aussi affectueux. Je lui proposais de laper les dernières gouttes pour juger par elle-même à quel point, quand on n'aime plus, c'est écœurant l'amour. Hier, elle n'a pas voulu m'ouvrir. Elle a soufflé sur moi par le trou de la serrure. Je me suis envolé, voltigeant au-dessus des passants, remontant à la nage jusqu'à l'appartement. Il m'attendait perché comme un cacatoès sur la commode de l'entrée. « Ne m'aime pas, je ne t'aime plus !» Il a voulu m'embrasser. Je me suis laissé faire pour l'empêcher de parler. J'ai mordu sa langue jusqu'à la trancher. Je l'ai avalée comme une bouchée de steak. Candy Crush Saga. Je prêtais souvent mon téléphone à ma fille de 5 ans pour jouer à Candy Crush Saga. Ce jour-là, elle est allée se promener sur Internet, où tournait toujours la vidéo devant laquelle, 1 heure plus tôt, j'avais joui dans les toilettes, tandis que la maisonnée attablée croquait des cerises dont m'arrivait le bruit des noyaux tombant sur la porcelaine, des assiettes à ramage réservées au déjeuner du dimanche. « Pourquoi sur les fesses ?» J'ai fait semblant de rigoler. Elle a ri et ne m'en a plus jamais parlé. Après cet épisode, j'ai réinitialisé tous mes appareils. Pendant 6 mois, je me suis branlé à l'ancienne en faisant défiler dans ma tête les souvenirs des pornos d'antan. Pour compenser la pénurie d'images, j'essayais aussi de m'intéresser à la réalité, et je sautais souvent ma femme dont le corps fade avait le mérite d'exister. J'ai à nouveau succombé à la tentation. Le week-end, je m'enfermais à la cave avec mon ordinateur sous prétexte de bricoler. Le soir, j'attendais que ma femme s'endorme pour, bardée de couverture, m'installer sur le balcon. Je tenais le téléphone d'une main tandis que l'autre branlait hystériquement mon sexe douloureux à force d'être manipulé jour et nuit. J'ai contracté l'habitude de fréquenter un site payant. Des femmes se caressaient en direct et obéissaient aux injonctions du client. 3 soirs de suite, je me suis trouvé en présence d'une brune aux seins impériaux dont le léger accent italien me rendait fou. Elle m'a fait croire que ma voix l'excitait. Elle gémissait en demandant à voir mon sexe, mon corps, mon visage. Nu devant l'ordi, je me suis montré tout entier, éclairé à giorno par les néons de la cave. Elle m'a ordonné d'éjaculer puis de me barbouiller le visage avec mon sperme. J'avais été filmé. J'ai reçu le lendemain un mail comportant la vidéo en pièces jointes. On me réclamait 20 000 euros. Sinon, il l'enverrait à mon épouse. J'ai imité sa signature pour vider notre assurance vie et j'ai viré la somme le surlendemain. 15 jours plus tard, il réclamait le double sous peine de poster la vidéo sur le Facebook de mon fils aîné. Il m'était impossible de réunir tout cet argent. Ils m'ont envoyé 3 autres messages que je n'ai pas ouverts. Je surveillais son Facebook jour et nuit. Ce matin, à 5 heures, la vidéo est apparue. Je me suis enfui en voiture. Je suis tombé en panne d'essence dans une banlieue en construction. À l'écart des chantiers se trouvait un hôtel blanc comme un paquebot dont la cime se perdait dans le ciel crasseux. J'ai couru demander au réceptionniste une chambre au-dessus des nuages pour me jeter par-dessus bord comme un sot de honte. Chat Firmin. Marine était ma maîtresse depuis une quinzaine d'années. Je l'avais invitée à dîner dans une auberge de la région, j'y vois rien du tout. Marine était ma maîtresse depuis une quinzaine d'années. Je l'avais invitée à dîner dans une auberge de la région pour fêter son 51e anniversaire. J'avais glissé un écrin entre ses seins au moment du dessert. Il contenait un collier multicolore. Elle l'avait mis à son cou,
Elle m'avait demandé de la prendre en photo. Elle s'était trouvée embellie par les fausses émeraudes qui éclairaient ses yeux turquoises. Nous nous sommes embrassés au-dessus de nos parts de gâteau. L'extrémité de ma cravate a rougi en plongeant dans le coulis de framboise. J'avais réservé une chambre, nous sommes montés. J'ai commandé un magnum de champagne. Je voulais lui offrir ce soir-là une de ces douches ruineuses et plouques qui lui avaient toujours semblé le comble du luxe et de la volupté. Nous nous sommes retrouvés debout dans la baignoire à nous inonder tour à tour. Nous nous sommes ensuite mutuellement léchés les pieds à la tête. Nous avons vidé au lit le fond de la bouteille. Il est très sucré ce champagne. Elle a vidé d'un trait son verre sans me répondre. Elle avait profité de mon passage aux toilettes pour saturer le mien d'anxiolytiques. Je me suis endormi dans ses bras. La douleur m'a réveillé. J'avais les mains liées au bois du lit, mes jambes écartées l'étaient aussi. Je n'arrivais pas à cracher la chaussette enfoncée dans ma bouche pour me mettre à crier. La femme de chambre a donné l'alerte quand elle m'a découvert en fin de matinée. Je dormais d'un profond sommeil dans les draps ensanglantés. À l'hôpital, on m'a greffé mes propres testicules qu'elle avait étendus sur un lit de glaçons dans une boîte isotherme. D'après le chirurgien, ils avaient été sectionnés très proprement. L'opération a réussi. Une policière m'a interrogé à mon réveil. J'ai évoqué une mutilation accidentelle dans le cadre d'un scénario SM aventureux avec une partenaire dont je ne révélerai jamais l'identité. Ma femme m'a ramené 8 jours plus tard à la maison. Elle ne m'a pas demandé la moindre explication, mais elle m'inflige depuis un silence de mort. Furieuse d'être laissée sans nouvelles, Marine saturait ma messagerie. C'était juste un avertissement. Si je persistais à ne pas vouloir divorcer, elle envisageait de recommencer. Cette fois, elle emporterait mes organes. Il ferait le dîner de son chat Firmin, qu'elle avait castré avant moi pour s'exercer. Elle a choisi Kamel. Mon père était usé. Le matin, il se levait par étapes. Chaque mouvement lui causait une douleur. Avant de quitter sa chambre, il se reposait un moment dans un fauteuil encore plus âgé que lui. Il se traînait vers la cuisine, il se brûlait souvent en renversant la bouilloire. Quand il avait enfin disposé son petit déjeuner sur la table roulante, il la poussait jusqu'au salon comme un déambulateur. Il lui était arrivé à plusieurs reprises de se laisser emporter et de demeurer en mauvais état sur le parquet jusqu'à l'arrivée de la femme de ménage. Il avait perdu l'habitude d'appeler au secours. Les voisins étaient à leur travail, les jours fériés, ils préféraient ne rien entendre plutôt que s'infliger la corvée d'appeler les pompiers et de les attendre en lui tenant la main. Je suis un homme cabossé. Les hématomes se résorbaient de plus en plus lentement. La plaie qu'il s'était faite au front en se cognant en chambranle des toilettes passait son temps à se rouvrir à chaque fois qu'elle semblait prête à cicatriser. Je devrais porter un masque. Il n'avait plus le courage de regarder son visage. Il se rasait sans miroir, s'aspergeant d'alcool pour désinfecter les coupures. Les derniers mois, il ne se rasait plus, et quand l'infirmière l'avait douché, il se bornait à brosser ses dents déchaussées en se plaignant de leur friabilité. Il avait toujours préféré ma sœur aînée, à qui il réservait sa tendresse et ses déclarations. Il s'était rabattu sur moi quand elle était morte d'un cancer du poumon. Il lui en voulait encore d'être tombée malade, lui reprochant toutes les cigarettes qu'elle avait fumées. Entre Kamel et moi, elle a choisi Kamel. Il engueulait sa photo quand il passait devant le piano. Il secouait le cadre, postillonnait. Il lui arrivait même de lui reprocher d'être morte à ma place et se retournant vers moi de faire semblant de me tirer dessus en arrangeant ses doigts à la manière d'un pistolet. Comme si ma mort subite pouvait provoquer sa résurrection. Il devenait paralytique. Je lui ai proposé une euthanasie. « Tu es folle !» Il voulait vivre. J'ai estimé qu'il était temps. Prenant le liquide trouble pour un remède, il a vidé le verre sans laisser la moindre goutte. J'ai attendu quelques minutes pour lui dire la vérité. J'ai vu dans son regard la rage impuissante d'un gamin privé de foot. Il est mort pendant que j'appelais les pompes funèbres pour leur demander un devis.